Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Avec nous Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Ces notes que vous entendez, Jean-Marie et Alain, c'est l'hymne de la République populaire de Chine qui fêtait ce mardi 1er octobre ses 70 ans. Et l'État chinois a dignement célébré cet anniversaire avec, si l'on en croit les dirigeants chinois, le plus grand défilé militaire organisé à Pékin depuis 1949. 15 000 soldats ont défilé sur l'avenue de la Paix éternelle, cette avenue qui traverse la place Tiananmen. Jean-Marie, Alain, ce défilé sonne comme une démonstration de force de la Chine au reste du monde. Et je vous pose la question car Xi Jinping, dans son discours prononcé juste avant, a dit, je cite, « Aucune force ne peut entraver le progrès du peuple chinois et de la nation chinoise ». À qui est-ce que Xi Jinping montre les muscles exactement ? À l'Occident ? C'est possible, puisqu'il est en guerre commerciale, économique ouverte avec les États-Unis en ce moment. C'est possible, oui, c'est possible parce qu'il est en guerre idéologique aussi avec l'Occident. Et c'est possible parce que l'essentiel du défilé, censé célébrer donc les 70 ans de la République chinoise, l'essentiel du défilé est quand même militaire. Et dans le militaire, l'essentiel du défilé est nucléaire. C'est-à-dire que ce sont des missiles très sophistiqués, semble-t-il, des missiles nucléaires de portée intercontinentale, capables d'atteindre les États-Unis en 30 minutes, que l'on fait défiler sur la place Tiananmen. C'est important aussi, cette question nucléaire, parce qu'il n'y a strictement aucun dialogue entre les Américains et les Chinois sur le contrôle des armements nucléaires, comme il y a pu en avoir entre Américains et Soviétiques du temps de la guerre froide. Je pense qu'il montre aussi ses muscles au peuple chinois. Parce qu'il y a une composante essentielle dans la thématique que le Parti communiste chinois développe depuis toujours, c'est l'histoire. Et l'histoire est enseignée de façon que je vais vous résumer par une petite anecdote qui date d'il y a 15 ans. Rencontre avec de jeunes ingénieurs et de jeunes issus d'écoles de commerce françaises, d'écoles d'ingénieurs françaises, parlant un français parfait, et expliquant la chose suivante. Pour nous, le 19e siècle a été le siècle de l'humiliation. Et dans les papier de la presse chinoise aujourd'hui, on voit rappeler cette humiliation par les Occidentaux. Le XXe siècle a été celui de la restauration. Donc Mao Tse-tung et le Parti communiste, c'est la restauration. Et nous disait-il, de jeunes gens de 20-25 ans, le XXIe siècle sera le temps de la domination. Et toute la question est de savoir si ça n'est pas la doctrine qu'expose aujourd'hui Xi, le président Xi, qui ressemble fort à l'énoncé d'une doctrine de domination, avec, je pense aussi, dans l'arrière-plan chinois, la méditation sur l'effondrement de l'Union soviétique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire à un système communiste, et donc l'effondrement de l'Union soviétique, ils en ont tiré l'idée que le succès économique, l'hégémonie économique, emporte le succès tout court, l'hégémonie tout court, et que donc il faut avoir une économie puissante, surpuissante, pour pouvoir gagner ensuite sur le plan idéologique, alors que l'Union soviétique s'est effondrée pour des raisons aussi économiques. Et donc on a cet exposé d'une volonté de puissance qui se traduit par le mot d'ordre officiel du régime, qui a été rappelé à l'occasion de cet anniversaire. Nous devons devenir la première puissance économique mondiale en 2049, c'est-à-dire pour les 100 ans du régime communiste. Voilà très clairement exposé, je pense, les buts et les ambitions de la Chine aujourd'hui. Alain, vous parlez, vous, de l'Occident, qui est ciblé par cette démonstration de force. Jean-Marie, vous parlez du peuple chinois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des ambitions régionales ? On sait que Pékin a un certain appétit pour Taïwan. On se demande presque si une offensive sur Taïwan n'est pas qu'une question de temps. Est-ce que c'est fantasmé ou est-ce que vraiment Taïwan fait partie des ambitions géostratégiques de la Chine ? Je pense que les Chinois ne diraient pas que Taïwan fait partie de leur politique régionale, dans la mesure où les Chinois considèrent que Taïwan fait partie de la Chine et qu'elle doit être réunifiée. Et le programme de Xi Jinping, ce n'est pas dit mais c'est implicite, c'est que d'ici à 2049, Taïwan sera réunifié de force ou non. Xi Jinping le rappelait il y a quelques années, il y a 2 ans, alors qu'il était déjà le patron du Parti communiste et le président, nous n'avons jamais exclu l'utilisation de la force. Et d'ailleurs, face à Taïwan,
Taïwan, vous avez les meilleures unités chinoises, unités amphibies, régulièrement des manœuvres d'encerclement de Taïwan, et les missiles étaient là aussi pour ça. La politique régionale, c'est autre chose. Les Chinois, Xi Jinping considère qu'ils sont les patrons, la puissance prépondérante en Asie. Bien sûr, il y a l'Inde qui pose un problème, mais en Asie du Sud-Est, c'est eux la puissance prépondérante. Et les États-Unis n'ont rien à faire dans le Pacifique occidental. Rien à faire. D'où toute la politique aussi de conquête, de régler les différents territoriaux qu'ils ont avec les pays d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam, les Philippines ou la Malaisie par la force, en prenant des îlots qui sont contestés. Donc, si vous voulez, je dirais que Taïwan fait partie de la politique chinoise et du programme chinois, et que la question de la Chine en tant que puissance prépondérante dans la région est évidemment est une évidence et quelque chose que les Chinois appliquent. Pour renforcer ce que dit Alain, il faut rappeler que, d'abord, l'ensemble des paramètres de l'économie chinoise progresse à une vitesse absolument vertigineuse. Mais vertigineuse. D'ores et déjà, c'est le deuxième produit intérieur derrière celui des États-Unis. Mais en même temps, il y a une politique d'armement qui est aussi hallucinante parce que, notamment, les efforts portent sur la marine. Et j'avais lu que sur la marine chinoise, elle progresse au même rythme que la marine allemande en 1913. La question est qu'ils se dotent par exemple de beaucoup de porte-avions, mais ils n'ont pas nécessairement les infrastructures autour des porte-avions qui leur permettent de se projeter encore. Mais tout ça va très très vite, et en relation avec ce que disait Alain tout à l'heure sur l'arsenal nucléaire, il faut inclure aussi le développement vitesse grand V d'une marine chinoise qui est destinée à assurer le contrôle de la zone que décrivait Alain à l'instant. Elle sera la première du monde d'ici à 2050, la marine chinoise. Alain, vous rappeliez que Taïwan était un problème intérieur pour la Chine. Il y a un autre problème intérieur en ce moment qui embête Pékin, c'est Hong Kong. Pendant que Pékin célébrait le 70e anniversaire, c'était une journée de chaos à Hong Kong. On a dénombré mercredi matin 66 blessés, dont 2 dans un état grave, 180 personnes arrêtées. Et Richard Hartz, qui couvre la Chine pour Slate, écrivait il y a quelques semaines que le gouvernement chinois retiendrait ses coups jusqu'au 1er octobre pour ne pas provoquer une vague d'indignation internationale qui aurait pu entacher les célébrations. Est-ce que vous pensez que maintenant que cet anniversaire est passé, l'État chinois peut passer à la vitesse supérieure en termes de répression à Hong Kong ? Peut-être, mais sans doute ne le souhaitent-ils pas. Je pense qu'ils ne veulent pas répéter quelque chose qui ressemblerait à la répression qu'il y a eu en mai-juin 1989 après les grandes manifestations d'étudiants et d'ouvriers et d'employés et de cadres place Tiananmen, parce qu'on dit toujours que c'était les étudiants qui manifestaient pour réclamer un peu d'état de droit, un peu de démocratie, mais en fait c'était un échantillon beaucoup plus large. Alors, si vous voulez, Hong Kong, c'est l'affront. Au moment où un des éléments essentiels de la journée de célébration du 70e anniversaire, c'était la prééminence, sinon la sacralisation du Parti communiste chinois. Tout émane du Parti communiste chinois. Sans le Parti communiste chinois, la Chine irait à volo, etc. Tel a été le discours officiel, qu'on peut critiquer parce que le Parti communiste chinois, de 1949 à 1976, début de l'ouverture de la Chine, c'est un désastre pour la Chine. C'est pas quelque chose qui s'est bien passé pour la Chine. Donc, si vous voulez, Hong Kong, c'est le contraire. C'est l'affront au Parti communiste chinois. C'est-à-dire que Hong Kong a été réunifié en 1997, fait partie de la Chine, est une province de la Chine, mais elle doit bénéficier, selon les accords conclus à l'époque, d'un statut particulier qu'on appelle un pays, deux systèmes, c'est-à-dire qu'elle garde tout ce qu'elle avait hérité d'état de droit de la période britannique. Eh bien, les Chinois, Xi Jinping, depuis qu'il est au pouvoir, n'a cessé de rogner sur cette mécanique, sur cet accord, sur cet état de droit pour imposer la loi du Parti communiste chinois à Hong Kong. Et donc il est défié immédiatement dans son propre pays, si vous voulez. Il est défié le jour même où il célèbre le Parti communiste chinois, il est défié par des gens qui veulent maintenir l'état de droit qu'ils ont acquis par accord international. Il y a également dans l'attitude chinoise vis-à-vis de Hong Kong, il y a aussi la crainte de la contagion. Parce que la province de Canton n'est pas loin, et la zone de Canton, qui est la Chine du Sud, est une province qui est, j'allais dire, moins disciplinée
que ne le sont les provinces autour de Pékin. Et donc il y a la crainte chez les dirigeants chinois d'un effet de contagion, et tout cela dément d'ailleurs ce sur quoi nous vivions pendant des années, à savoir que les progrès, l'installation d'une forme de capitalisme à la chinoise, le capitalisme, je ne sais pas comment le baptiser. Capitalisme d'État autoritaire. Oui, à une époque on disait capitalisme monopoliste d'État, enfin il y a des concepts de cette nature. On pensait que, en tout cas, l'économie de marché, l'inscription de la Chine à l'OMC et ainsi de suite, amènerait inévitablement, avec le temps, disons sur une période de 20-30 ans, la démocratie en Chine. Et c'est très exactement le contraire qui se produit. Et au fond, Hong Kong est une butte témoin de ce raidissement chinois, de cette contraction et de ce refus d'avancer vers quelque démocratie que ce soit, quelque liberté que ce soit. Au contraire, puisque le contrôle social en Chine a fait des progrès extravagants et hallucinants et dangereux, puisqu'ils sont liés au progrès technologique de la Chine elle-même. Mais justement, cette tentation autoritaire et totalitaire, est-ce que c'est pas surtout le fait d'un homme, Xi Jinping, qui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a complètement rebattu les cartes? On se rappelle qu'il a été secrétaire du Parti communiste chinois en 2012, président chinois en 2013, et qu'il a changé son statut pour devenir président à vie, ce qui n'était plus le cas depuis 1982. Est-ce que c'est pas surtout le fait d'un homme, ce recul? La nomination de quelqu'un à vie est toujours le signe d'une manifestation autoritaire, mais je pense que ça va au-delà. Symboliquement, d'ailleurs, vous avez noté qu'à la tribune de ce 70e anniversaire de la naissance de la République populaire de Chine, il avait revêtu le costume Mao. Il n'avait plus le costume de ville à l'occidental, comme on le voit souvent aux tribunes de congrès ou dans ses déplacements officiels. Il avait un costume Mao. Et donc, il fait appel au culte de la personnalité de plus en plus à la façon de Mao Tse-tung. La veille, il avait été se recueillir sur le mausolée de Mao Tse-tung. Mais est-ce qu'il n'est pas en rupture avec les précédents dirigeants par rapport à ça, justement ? Il est en rupture, bien sûr. Il cherche à réhabiliter Mao Tse-tung, bien entendu. Si vous voulez, lui, il arrive au pouvoir sur une idée, c'est que le parti est menacé. Et le parti passe avant le pays, le parti passe avant tout. Sous couvert d'une grande campagne anti-corruption, en fait, il a marginalisé tous ses adversaires. Mais son idée force, c'était qu'il faut réaffirmer le parti. Le parti, c'est 90 millions de militants, souvent choisis pour leur mérite. Donc, ils sont en général des gens assez compétents. De là vient cette volonté de contrôle social total sur la population. Vous savez, c'est ce qu'on appelait une sorte de totalitarisme numérique naissant. C'est-à-dire que dans la mesure où vous ne pouvez pas payer en monnaie, en espèces, dans la mesure où tout passe par votre téléphone, y compris l'évolution de votre compte en banque, on sait exactement la manière dont vous vous conduisez, ou très exactement. Et si vous avez eu un certain nombre d'amendes, eh bien vous allez perdre, dans une sorte de calcul de modèle social, vous allez perdre le droit de prendre le train, le droit de prendre l'avion, le droit d'aller à l'étranger, le droit d'aller en vacances. Le droit pour ces enfants d'aller à l'école, puisqu'on voit que des enfants de 5-6 ans sont retirés de l'école parce que leur parent ou leur père est réputé, entre guillemets, antisocial. C'est un nouveau totalitarisme, ça n'a pas d'autre mot, c'est un totalitarisme qui est en train de se réinstaller en Chine. Et Mao l'était, Mao était porteur d'un totalitarisme, et le voilà qui se réinstalle, et probablement durablement. Et la pire expression de ce totalitarisme, est-ce qu'elle ne s'exprime pas dans la répression actuellement en cours du peuple ouïghour, de la minorité musulmane ouïghour, qui n'a pas l'air d'émouvoir grand monde en Occident? C'est la quintessence de la volonté de reprise en main idéologique, c'est qu'on vous interdit de penser en fonction de votre religion. Vous devez abandonner, d'une certaine manière, une partie de votre identité. Vous devez abandonner une partie de vos convictions. On vous met dans un camp de redressement idéologique pour 6 mois, pour 1 an, on ne sait pas exactement, et toute une partie de la population, jusqu'à, je crois, peut-être 1 million de personnes sont passées à un moment ou à un autre, 1 million de Ouïghours dans ces camps. Mais cette reprise idéologique, elle va au-delà de ça, parce que les journalistes sont obligés de passer un examen de marxisme-léninisme, les étudiants, on a remis aussi obligatoirement un examen de marxisme-léninisme, dans les administrations aussi, et le rôle du parti dans toutes les entreprises en Chine, y compris les entreprises étrangères, a été réaffirmé aussi. La question des Ouïghours nous ramène au début de notre conversation. C'est la force de la Chine qui s'exprime là, c'est-à-dire qu'aucun pays musulman n'a vraiment osé protester.
Aucun, sauf un seul, la Turquie. Alors la Turquie particulièrement concernée puisque les Ouïghours sont d'origine turque. Mais à part le président turc, Erdogan, il n'y a pas dans le monde arabo-musulman de révolte contre ce qui s'est passé avec les Ouïghours. Imaginez que ce soit des Européens qui aient fait ça à des minorités musulmanes, ce qu'on aurait entendu. Moi, j'y vois la force de l'expansionnisme chinois. C'est-à-dire que la Chine est le premier importateur de pétrole iranien, premier importateur de pétrole saoudien. La Chine est de plus en plus importante par ses investissements dans le monde arabo-musulman. Quand je dis arabo-musulman, c'est pas simplement naturellement la péninsule arabique, mais c'est des pays aussi comme l'Indonésie, etc. Et ça a un coût politique. Ce ne sont pas des investissements purement économiques. Ce sont aussi des investissements d'influence politique. Et vous le voyez là, dans le monde arabo-musulman, on ne proteste pas contre ce qui est fait à une partie de la minorité musulmane chinoise. Quand on parle des Ouïghours, il faut évoquer le sort de Ilham Tohti, qui vient d'être lauréat du prix Václav Havel. C'est un intellectuel modéré qui ne prône ni l'indépendance, ni même l'autonomie, qui réclamait simplement le droit d'exprimer des idées et de consulter, voire les médias, voire de parler même aux médias étrangers, et qui a été enfermé, qui est emprisonné et qui est emprisonné à vie. Malgré le fait que les instances européennes se soient saisies de la question, la ministre française des Affaires européennes a demandé sa libération immédiate, mais ça tombe évidemment, le Parlement européen aussi, ça tombe évidemment devant un mur d'indifférence, mais c'est symbolique de cette oppression et de cette répression, le sort de cette personne qui n'a pas même le droit, j'allais dire, de s'exprimer hors des frontières ou de s'exprimer à l'intérieur de façon, entre guillemets, déviante par rapport à la doctrine officielle. Cet homme est à suivre. Rappelez-vous le sort du triste prix Nobel chinois qui a été, parce qu'on parle aussi d'Ilham Tohti pour le prix Nobel de la paix, ça ne l'a pas empêché d'être libéré au seuil de sa mort. Et donc là, il est condamné à la prison à vie. Un dernier mot, Alain et Jean-Marie. Tout à l'heure, Jean-Marie, vous parliez de la bonne santé de l'économie chinoise. Pourtant, il y a quelques indicateurs qui montrent un certain fléchissement. L'épargne, par exemple, qui repart à la hausse, la baisse de la consommation en Chine, et puis la guerre commerciale avec Trump qui peut inquiéter certains cadres du Parti communiste. Est-ce que un éventuel fléchissement de l'économie pourrait être quelque chose qui ferait changer les orientations de Xi Jinping ? Je ne crois pas, et je ne sais pas quel peut être l'impact sur le champ social chinois. Parce qu'on se dit, malgré tout, les pressions sont telles, les défis sont tels, les mouvements de population sont de la campagne vers la ville sont tels que on ne comprend pas qu'il n'y ait pas ici et là des révoltes ou des manifestations de protestation. Elles sont maintenant sous contrôle et donc je pense que, comme l'expliquait Alain tout à l'heure, le président Xi s'est vraiment doté des moyens de tout contrôler. Juste un mot pour terminer. Nous, on est obsédés aujourd'hui par ce que l'on appelle le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide, c'est la mention par Thucydide de l'histoire entre Sparte et Athènes, d'où il ressort que nécessairement une puissance émergente qui menace une hégémonie présente, la Sparte menaçant l'hégémonie d'Athènes, ça finit nécessairement par la guerre. Et donc, est-ce que la guerre commerciale engagée par Trump contre la Chine ne sont pas les prémices justement de cette possible guerre, de cette possible enfermement dans le piège de Thucydide ? Pour le moment, je constate que la Chine s'affirme, et s'affirme puissamment, mais elle évite les conflits. C'est à cause de ce piège de Thucydide. Thucydide avait couvert les guerres de Sparte et d'Athènes en tant qu'historien. Et il avait dit, mais à un moment ou un autre, la puissance établie finit parce qu'elle a peur, finit par faire la guerre à la puissance montante. Et la date de 1913 n'est pas citée par hasard. Quand on dit que la marine allemande est devenue plus forte que la marine britannique, en 1913, ce serait une des vraies causes structurelles de la guerre de 14, la puissance établie, la Grande-Bretagne étant défiée par la puissance montante, l'Allemagne. Bon, on n'en est pas là. Mais sachez que cette expression, le piège de Thucydide, est utilisée par Xi Jinping lui-même lorsqu'il a eu des conversations avec le président Trump. Il a dit « il ne faut pas que nous tombions dans le piège de Thucydide ». Et à propos justement du piège de Thucydide et des relations sino-américaines, je vous renvoie vers notre autre podcast Trump 2020 dans lequel on a développé le sujet un peu plus longuement. Dernier mot à tous les deux, je suppose qu'après tout ce qu'on s'est dit, qu'imaginer un jour le respect des droits de l'homme tel qu'on les connaît ici en Chine, c'est de la pure fiction. Mais en tout cas, la situation de Taïwan, d'une part, les libertés qui existent à Taïwan, et d'autre part, la protestation massive à Hong Kong, montre que contrairement à ce que pensent certains esprits ici même en France, les libertés
ne nous sont pas réservées et que l'aspiration aux libertés, elles existent partout. L'aspiration à la liberté, c'est une donnée fondamentale de l'être humain et qui vaut aussi, bien évidemment, pour les Chinois. Donc un jour ou l'autre, me semble-t-il, les Chinois le demanderont. C'est possible, oui, un jour ou l'autre, les Chinois le demanderont. Ce que la Chine a démontré jusqu'à présent, c'est qu'on peut être une grande puissance scientifique, une grande puissance économique, une grande puissance technologique dans un climat qui n'est pas un climat de liberté publique. Et ça, c'est une défaite pour le libéralisme, d'une certaine manière. Mais c'est certainement pas éternel, comme l'a dit Jean-Marie. Merci Jean-Marie, merci Alain. On se retrouve la semaine prochaine, samedi matin, dans Le Monde Devant Soi. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.